Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Très heureuse de vous retrouver à la une ce soir. Un atelier de vulgarisation sur l'étude de genre s'est tenu ce matin. Élément de réponse dans ce journal. Et le bilan du tremblement de terre de magnitude 6,2 survenu dans l'ouest de l'Afghanistan a atteint plus de 2000 victimes. Nous ferons le point sur la situation. Le ministère de la Femme et de la Famille a tenu ce matin un atelier de vulgarisation sur l'étude de genre. Cette rencontre, présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, a réuni les représentantes du PNUD et du FNUAP, la directrice de l'Observatoire du genre, ainsi que des représentants des points focaux des ministères sectoriels. On prépare à cette journée. Cette étude permettra, après une analyse des lacunes et les discriminations, des inégalités face au changement climatique, de faire de recommandations ou des stratégies d'atténuation au changement climatique qui intègrent le genre, ainsi que pour améliorer la politique nationale du genre. À travers ces études, le ministère de la Femme et de la Famille s'est donné pour objectif, dans le cadre de sa politique nationale genre, de produire des statistiques désagrégées sur le genre afin de répondre aux besoins chiffrés pour la planification du développement au niveau central à travers l'Observatoire du genre. Je pense que la dernière étude sera présentée ultérieurement. Et ces études font suite donc au décret d'application de la loi numéro 2019-AN-18 instituant un système de quotas dans les fonctions électives et dans l'administration publique. Il me semble, Madame la Ministre, que ces études sont très pertinentes et hautement stratégiques pour permettre de renforcer la politique nationale genre que nous avons validée sous votre leadership il y a quelques mois. Vraiment, je me réjouis de la direction qu'est en train de prendre le ministère de la Femme et l'Observatoire genre, surtout en particulier, en investissant de plus en plus sur les études. Parce que comme on le sait, les études servent bien sûr parce qu'on a besoin de vraiment approfondir un certain nombre de domaines pour faciliter d'abord la prise de décision et pour aussi pouvoir planifier de manière plus judicieuse et connaître vraiment les problèmes de manière plus approfondie. Et la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, a expliqué les 3 études qui sont, selon elle, des progrès remarquables dans la promotion et l'intégration de la femme. Nous l'écoutons. Que nous allons examiner durant ces ateliers, tous revêtent d'une importance capitale pour la promotion et l'égalité du genre, car la question de la prise en compte du genre est une priorité nationale. Depuis plusieurs années, le gouvernement adopte un cadre législatif progressiste accompagné d'une série de mesures opérationnelles à travers la mise en place des politiques publiques, des différentes stratégies et des plans d'action pour faire progresser les principes d'équité, d'égalité de genre dans le processus de planification. En harmonie donc avec la Constitution et les instruments internationaux des droits humains, spécifiquement ceux des femmes. À travers ces études, le ministère de la Femme et de la Famille voudrait ressortir l'engagement ferme envers la défense des droits des femmes et l'autonomisation de ces dernières, ainsi que notre responsabilité en matière d'adaptation des femmes au changement climatique. Et l'idée de présenter aujourd'hui ces études aux points focaux au genre est la première action pour faire parler les différents ministères sectoriels, pour avoir donc leur avis sur ces différentes études, mais plus tard être capable d'être les porte-parole de ces résultats qui ont été présentés. Donc je suis convaincue vraiment qu'il s'agit d'une utilité nationale qui va nous permettre d'adopter des stratégies communes face à ces différents enjeux. Il est à noter que les résultats et les recommandations des études nous permettront de lancer d'autres initiatives derrière, notamment ce qu'on a appelé le café genre, qui va arriver derrière, c'est-à-dire vraiment mener des discussions département par département et travailler autour des questions qui sont liées aux engagements sectoriels pour que la politique nationale genre qu'on est en train de travailler ne soit pas seulement un gros pavé de documents, mais que ça soit facilement utilisable
et digestif, on dit. La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Ouloufa Ismaël Abdo, et la représentante de l'UNICEF, Madame Abiet Dastel, ont procédé hier à la signature d'un nouveau plan d'action glissant d'une durée de 2 ans, et ce dans le cadre du programme de coopération entre le ministère des Affaires sociales et l'UNICEF. Ce programme de coopération vise à promouvoir le développement social inclusif des Djiboutiens en mettant l'accent sur l'amélioration des conditions de vie à travers des programmes à portée sociale. Cette action du MAS s'inscrit dans la lignée des engagements pris par la République de Djibouti depuis la signature de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant en 1991 et reflète l'engagement du gouvernement en faveur du renforcement du capital humain. Objectif, garantir l'accès des populations les plus vulnérables à un système de protection sociale inclusif, mettant particulièrement l'accent sur la protection de l'enfant. Écoutez la représentante de l'UNICEF à Djibouti. C'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui d'être là parmi vous et votre équipe, de signer le plan de travail entre MAS et l'UNICEF. Et j'espère que ça va nous donner vraiment une très bonne base d'élargir notre collaboration pour les enfants du Djibouti. Et je voudrais vous féliciter vraiment pour votre travail qu'on fait ensemble. Notre collaboration, ça date maintenant beaucoup d'années. Et je suis vraiment très fière de cette collaboration. Écoutons à présent un extrait de l'intervention de la ministre de la Femme, des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo. Cadre toujours du mandat du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, mais également du mandat de l'UNICEF. Nous avons eu l'occasion, donc, avec notre partenaire, l'UNICEF, de signer justement le plan d'action biennale entre notre institution, le ministère et l'UNICEF, pour justement venir renforcer la protection sociale et notamment, comme le mandat de l'UNICEF l'indique, surtout sur les enfants. Et donc le ministère des Affaires sociales est un ministère qui octroie à ces populations les plus vulnérables et notamment les ménages les plus vulnérables une protection sociale qu'on le souhaite qu'il soit optimale et qu'il soit maximal. Et depuis donc notre collaboration avec l'UNICEF, cette protection sociale au niveau des enfants est vraiment renforcée et grâce également à ce nouveau plan d'action que nous avons donc signé à l'instant, ça va venir non seulement renforcer le capital humain d'une manière générale, la protection sociale, mais surtout des enfants, parce que comme vous le savez, la pauvreté, elle ne touche pas seulement les adultes, elle touche surtout les enfants. Et quand on parle d'enfants, on parle également des enfants du milieu rural, là-bas où la pauvreté est la plus accrue. Donc merci à notre partenaire de soutenir le gouvernement de Djibouti d'une manière générale et à l'ensemble également du système des Nations Unies présent sur notre sol pour soutenir justement la politique du président de la République dans le domaine de la protection sociale et la lutte contre la pauvreté. Je vous réitère mes remerciements. Merci encore. Dans le cadre de la Journée internationale de la Poste dans le monde, une célébration où le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications a rendu hommage au corps du métier dont le rôle dans le développement et le bien-être de nos vaillantes populations n'est plus à démontrer. Il est aujourd'hui admis que le secteur postal est un accélérateur du développement inclusif et une composante essentielle de l'économie nationale. Le réseau postal offre une infrastructure essentielle du développement. Sa mission est d'être le plus proche possible de notre population, mais aussi de rapprocher les populations de l'administration avec comme objectif d'offrir des services et produits qui facilitent la vie des populations en créant plus de solidarité, plus d'inclusion et plus de connectivité entre elles. Écoutons la déclaration du ministre de la Communication, Radouane Abdoulaye Bahdan. Au cours des 3 dernières années, la Poste de Djibouti a maintenu un niveau de qualité inégalé dans tous les domaines de son activité. Ceci peut être illustré par ses partenariats exclusifs avec différents organismes et institutions clés. La Poste, service public social, est le partenaire des ONG pour le transfert d'argent auprès des populations sur tous les territoires. Elle est aussi le transporteur exclusif des laboratoires de la place en ce qui concerne les échantillons sensibles vers les laboratoires étrangers. La Poste est aussi le transporteur exclusif des passeports diplomatiques de la République de Djibouti vers nos ambassades
et chancellerie. Dans le domaine de l'inclusion financière, la Poste est l'opérateur financier le plus économique dans le domaine de transfert d'argent avec les partenaires mondiaux reconnus et des normes de conformité élevées pour assurer une traçabilité complète. Dans le domaine de e-commerce, grâce à sa prestation ISO, la Poste permet à nos citoyens de bénéficier d'un service de qualité pour leurs achats en ligne. Grâce aux adresses virtuelles, les usagers peuvent acheter partout dans le monde et se faire livrer à Djibouti. Enfin, conscient des défis à venir, le ministère que je dirige est déterminé à appuyer la progression de l'opérateur postal en utilisant les technologies de l'information et de la communication de manière pertinente et efficace. Cela lui permettra d'améliorer encore davantage ses services et de maintenir sa position de leader dans les derniers kilomètres avec la livraison à domicile et au bureau. Par ailleurs, dans ce monde digitalisé, la Poste s'est résolument engagée dans la modernisation de ses services et dans la dématérialisation des documents administratifs. Grâce au nouveau guichet unique intitulé « Centre des services aux citoyens », en collaboration avec l'ANSSI et la direction de la population, la Poste et ses partenaires sont en mesure de faciliter les démarches administratives de nos concitoyens. Cela permet non seulement de simplifier les procédures pour nos citoyens, mais également de garantir la sécurité et l'intégralité de leurs informations personnelles. Ce guichet unique des services publics sera couplé avec un nouveau produit postal dénommé DigiPost. Cette innovation permettra aux entités publiques et privées d'envoyer des emails certifiés à leurs correspondants en toute légalité. En effet, l'offre DigiPost est considérée comme un outil légal au même titre qu'un courrier recommandé avec accusé de réception. Ces nouveaux services offrent de nombreux avantages tant pour les expéditeurs que pour les destinataires. Il permet une communication sécurisée, instantanée et traçable, tout en contribuant à la préservation de l'environnement en évitant l'utilisation du papier. Dans l'actualité également, le ministère du Commerce et du Tourisme, en collaboration avec l'Organisation mondiale du commerce, a organisé un atelier d'auto-évaluation au titre de l'accord sur la facilitation des échanges qui a débuté le 8 octobre et durera jusqu'au 12 à l'hôtel Kempinski. Cet accord entré en vigueur en février 2017 vise à simplifier et à harmoniser les procédures douanières et administratives à l'échelle mondiale. Son objectif ultime est de réduire les coûts et les délais associés au commerce international, facilitant ainsi la circulation rapide et efficace des marchandises à travers les frontières. Cette réduction des obstacles au commerce est essentielle pour la croissance économique, la création d'emplois et le développement durable de notre région en général et de notre pays en particulier. Écoutez le secrétaire général du ministère du Budget. Pour concrétiser cette ambition, Djibouti a procédé à la mise en œuvre de son plan stratégique à long terme, la vision 2035, qui place la diversification économique au centre de ses objectifs de développement à long terme. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement djiboutien a entrepris plusieurs actions pour améliorer la qualité des services publics et réduire les coûts des marchandises. La douane, acteur clé dans la mise en œuvre de ces engagements, entend jouer pleinement son rôle pour promouvoir les bonnes pratiques multilatérales. En effet, depuis 2020, la Direction générale des douanes et des droits indirects a enregistré des avancées remarquables en matière de modernisation avec l'introduction et le développement du système informatique de dédouanement Sidonia World dans sa version plateforme web qui a révolutionné le processus de dédouanement à Djibouti et son interconnexion avec le guichet unique de l'Éthiopie et permis de réduire par là significativement les délais et les coûts liés aux opérations de transit vers l'Éthiopie. Écoutons à présent un extrait du discours du président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussado Ali. Le ministère du Commerce d'associer la Chambre de commerce et le secteur privé pour les résultats qui vont sortir de cet atelier. Monsieur le ministre, il est à mon avis très important que l'OMC puisse, justement comme nous avons échangé, prendre en considération toutes les facilitations qui seraient nécessaires pour le secteur privé, puisque l'organisation
mondial du commerce, depuis toujours, veille à ce qu'il y ait un échange et une coordination mutuelle. Cela nous permettra aussi de pouvoir réfléchir ensemble et de faire une évaluation, autocritique aussi, pour voir ce qui n'a pas eu lieu, ce qui pourrait être amélioré. Et je pense qu'il est nécessaire que cet atelier est venu à point nommé pour que plus tard le secteur privé aussi s'inspire de ces recommandations. Et prenant la parole à son tour, le ministre du Commerce et du Tourisme a souligné que l'accord sur la facilitation des échanges constitue l'une des priorités de la politique commerciale de la République de Djibouti et la réussite d'une telle activité jouera un rôle essentiel par rapport aux engagements pris au niveau régional et continental. On écoute le ministre. De procéder à l'ouverture de cet atelier relative à la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Cet accord représente un jalon majeur dans la promotion du commerce international et notre pays est pleinement engagé dans sa mise en œuvre efficace. Permettez-moi de souligner l'objet de cet exercice d'auto-évaluation pour lequel nous nous sommes réunis aujourd'hui. Je voudrais d'abord rappeler l'importance de l'accord sur la facilitation des échanges entré en vigueur en février 2017 qui vise à simplifier et à harmoniser les procédures douanières et administratives à l'échelle mondiale. Son objectif ultime est de réduire les coûts et les délais associés au commerce international, facilitant ainsi la circulation rapide et efficiente des marchandises à travers les frontières. Cette réduction des obstacles au commerce est essentielle pour la croissance économique, la création d'emplois et le développement durable de notre région en général et notre pays en particulier. Pour ce faire, il est important que toutes les parties prenantes impliquées s'approprient les documents qui vous seront présentés par les experts de l'OMC et apporter au cours des travaux les indications et les données requises telles que les dates de mise en œuvre ou encore les besoins en renforcement des capacités pour y parvenir. Les membres ici présents du Comité national des différentes institutions sont déjà familiers avec les questions de facilitation des échanges, car des exercices similaires ont déjà été entrepris. Le secrétariat exécutif de gestion des catastrophes a organisé aujourd'hui, en collaboration avec l'Agence nationale de la météorologie, une réunion de présentation des prévisions météorologiques pour la période d'octobre à décembre. Un bon nombre de services publics et d'institutions étatiques ont pris part à cette réunion dans le ministère de l'Intérieur, le service de l'assainissement, la protection civile ainsi que la police nationale. Plusieurs points ont été évoqués pour mettre en place le moyen nécessaire afin de protéger la population au risque d'inondations et des fortes pluies. Actuellement, dans le souci de se préparer aux précipitations, on a fait une mission de contrôle pour le barrage. La structure du barrage reste solide et bien prête à recevoir les futures pluies. Il y a actuellement 1 million de mètres cubes qui est stocké dans le barrage, ce qui représente à peu près 1/16e de sa capacité maximale. On peut dire qu'on est prêt à recevoir les futures pluies qui viendront prochainement. Le secrétaire exécutif de gestion des risques et des catastrophes, Ahmed Mohamed Madal, a indiqué, je cite, « Nous ne pouvons pas arrêter les catastrophes naturelles, mais nous avons les capacités pour atténuer leurs impacts sur nos populations et sur nos infrastructures. » Fin de citation.
Pour sa part, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Mohamed Ismaël Nour, a souligné que les prévisions météorologiques pour notre pays indiquent des précipitations supérieures à la normale. On l'écoute. Climatique de octobre, novembre, décembre 2023. La période octobre, novembre, décembre, OND, constitue une saison pluvieuse importante, particulièrement dans les parties équatoriales de la Grande Couronne d'Afrique. OND contribue 20 à 110% du total annuel de précipitations. Les prévisions saisonnières de octobre, novembre, décembre nous indiquent au-dessus de la normale sur toute la région. Le phénomène El Niño et le dipôle de l'océan Indien associés positifs peuvent engendrer des inondations à notre pays. Selon les prévisions des modèles et des avis des scientifiques du climat, il est extrêmement probable que 90% du second semestre de 2023 soit bien marqué par El Niño. El Niño n'est pas un cyclone. El Niño, c'est un phénomène climatique naturel qui se produit tous les 2 ans à 7 ans, avec des épisodes de 9 à 12 mois, c'est-à-dire 9 à 12 mois. Et c'est le réchauffement de la température de la mer, de l'océan. Nous savons très bien que 70% de la Terre, il y a la mer. Il y a des interconnexions. Ça veut dire que ce qui se passe au Pacifique peut venir à l'océan Indien. L'océan Indien peut bouger aussi à l'Atlantique. Il y a plus de 80% de chances que les pluies d'octobre, novembre, décembre soient abondantes. Il est probable aussi que 90% de la plupart des régions de la Corne d'Afrique enregistreront plus de 200 mm d'eau. Ce qui s'est passé à Beidaba, ça veut dire l'eau atteint 2 mètres. Je termine qu'aujourd'hui, nous donnerons des mises à jour hebdomadaires. Ça veut dire chaque semaine, l'Agence nationale de météorologie vous fournira des informations très utiles à la population et il faut suivre à la radio de télévision de Djibouti. Vous l'aurez compris, ces derniers temps, notre pays est confronté à des risques liés au changement climatique et ses effets néfastes, tels que la sécheresse, l'inondation et bien d'autres qui ne cessent de causer des victimes. Les prévisions saisonnières des pluies d'octobre, novembre, décembre prochain indiquent au-dessus de la normale pluviométrique sur la région. Ainsi, l'analyse des prévisions de modèle climatique mondial de 9 centres de production adaptés à la Corne de l'Afrique montre une probabilité accrue de précipitations plus abondantes, même supérieure à la normale, sur presque toute la région. Le premier groupe d'étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence est parti en stage d'immersion dans les écoles préparatoires françaises. Conduit par le coordinateur de l'école d'excellence, l'inspecteur Cheikh Mohamed, et accompagné des hauts responsables du ministère de l'Éducation nationale, ces étudiants entreprendront du 7 au 14 octobre prochain un stage d'immersion dans les classes préparatoires à Paris, Poitiers et Nancy. Lors du départ à l'aéroport, les parents étaient présents pour prodiguer conseils et encouragement à leurs enfants. L'émotion du départ était mêlée à la fierté de voir leurs enfants partir en immersion dans les classes préparatoires de renommée. Le ministère de l'Éducation nationale, avec l'appui des parents, a activement œuvré à la préparation de ce voyage déterminant pour la formation des étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence. Enfin, les parents et les élèves ont exprimé leur satisfaction et leur gratitude à l'endroit du chef de l'État, du ministre de l'Éducation nationale, pour la mise en place de la logistique de ce stage d'immersion inédit.
Et les étudiants djiboutiens des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence ont été accueillis à leur descente d'avion par notre ambassadeur en France, qui était accompagné de ses proches collaborateurs. Il faut souligner que l'ambassadeur a suivi le processus d'accueil de ce premier groupe d'élèves et facilité toutes les démarches administratives à l'aéroport Roissy de Charles de Gaulle. Les membres de la délégation ont pu apprécier la qualité de l'accueil avant d'embarquer dans les 3 minibus affrétés à cette occasion pour un transfert vers les 3 destinations. Les étudiants MPI effectueront leur stage d'immersion au lycée Louis-le-Grand à Paris, ceux de MP au lycée Camille Guérin à Poitiers et les littéraires au lycée Henri Poincaré de Nancy. À la suite de la journée d'installation, eh bien, les étudiants ont débuté hier. Donc aujourd'hui, leur immersion dans les 3 lycées précités où des emplois du temps spécifiques et un programme pédagogique riche ont été mis en place par les responsables des 2 ministères et les proviseurs des lycées français et djiboutiens, et ceux ont vu d'optimiser les acquis de ce stage d'1 semaine. En outre, répartis dans plusieurs classes préparatoires de leur spécialité, ils travailleront selon un dispositif par binôme d'étudiants djiboutiens et français visant un partage et des échanges mutuellement enrichissants. Il est à noter que les dispositions ont été prises par les lycées d'accueil pour que les étudiants djiboutiens puissent bénéficier de salles de travail le soir pour pouvoir partager et approfondir les acquis de chaque journée de cours et d'observation. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions. Les voici. Jeunes compatriotes, la joie de vous accueillir aujourd'hui à Paris. Ce fut un long chemin initié par le président de la République pour la création de l'école d'excellence, suivi par ce que monsieur le ministre Moustapha a fait, la signature de l'accord cadre avec le ministre de l'Éducation français. Et aujourd'hui, voilà, nous voyons les étudiants djiboutiens de l'école d'excellence venir faire une immersion à Paris. Nous voulons vous dire la bienvenue. Vous êtes les futurs de ce que fait de bien la nation djiboutienne. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui à Paris et nous sommes fiers d'être là pour vous et nous comptons sur vous pour être les premiers ambassadeurs de la République dans toutes les écoles d'excellence que vous allez aller. Je m'appelle Ali Dabale Ali, je suis un élève étudiant en classe MPI à l'école d'excellence. Nous sommes ici, nous sommes arrivés le dimanche 7 octobre à Paris. Nous serons ici 1 semaine, moi et mes camarades ici présents, dans le lycée Louis-le-Grand. Nous ferons un stage d'immersion dans lequel nous essaierons d'apprendre plein de choses, de voir comment ça se passe, la vie en prépa. Et maintenant, on va voir comment ça se passe vraiment et quel rythme de travail devrons-nous adopter. Et on espère revenir avec beaucoup plus de connaissances. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakari Cheikh Ibrahim, a conduit ce matin une inspection générale sur la piste de défilé de Shah Osman. L'objectif principal était de contrôler les effectifs et les équipements de toutes les branches des forces de défense et de sécurité de la République de Djibouti, y compris les corps et formations de l'armée djiboutienne, les forces de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la garde républicaine. Cet exercice visait à évaluer la réactivité et la disponibilité des forces en cas de crise. Sous le regard attentif du chef d'état-major et des hauts gradés militaires, les troupes et les équipements ont été passés en revue minutieusement. L'inspection a également mis en évidence la coordination efficace entre les différentes branches des forces de défense et de sécurité, essentielle pour une réponse rapide en cas de situation d'urgence. Cet événement a souligné l'importance cruciale de la coordination entre les différentes branches des forces de défense et de sécurité. La communication efficace et la capacité à agir de manière unifiée ont été mises en avant, montrant ainsi la détermination du pays à maintenir un niveau élevé de préparation en cas de menace. tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay
tahay askariyo ina tahay awoodii lagu harsanayay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan arme jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan arme jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu ur qabowna ku ammaananaynaa ifka intaan ku noolahay waan ku ilanaynaa kugu ur qabowna ku tahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray tahay ilwaadi markiyan askari gala arligaynu leenahay ebba ugu dhaartoon ogada xilsaaray L'Académie de football de Djibouti a organisé ce week-end un voyage éducatif à Obok. L'objectif principal de ce projet sportif était de promouvoir une éducation sportive de qualité pour les jeunes filles et garçons. Eh bien, il a été question pour l'Académie d'enseigner les fondamentaux du football, notamment la technique, la condition physique, la tactique, la résilience mentale et le développement social. Le football pouvant jouer un rôle essentiel dans la vie des jeunes, favorise le bien-être, la sédentarisation et l'obésité chez les enfants, mais par-dessus tout offre un espace sécurisé pour leur épanouissement.
Grâce à des installations de qualité dotées de terrains gazonnés avec des poteaux de but, de vestiaires et d'une buvette, il s'agit d'occuper les jeunes pendant leur temps libre en les encourageant à pratiquer leur sport favori, le football. Cette pratique régulière va leur permettre de canaliser leur énergie de manière positive et contrôlée, tout en favorisant leur santé physique et mentale. En d'autres termes, il s'agissait de faire du football est un vecteur éducatif puissant qui rassemble des jeunes de divers milieux et horizons, les sensibilise aux valeurs essentielles de la vie en société telles que la discipline, le respect, la solidarité, la tolérance, la responsabilité et le travail d'équipe. À Arta, le projet renforcement de la résilience de la population au changement climatique par l'établissement effectif d'une aire marine, localement gérée par la communauté locale à Arta-Plage, a été officiellement lancé par le préfet adjoint de la région d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti, mise en œuvre par l'Association internationale des maires francophones avec le financement de l'Union européenne. Objectif, promouvoir le développement de la pêche et du tourisme sur la plage d'Arta tout en assurant la protection de l'environnement. Lors de cette cérémonie de lancement, les hauts responsables ont mis en avant l'importance de cette initiative pour la région d'Arta. Je vous le dis en titre, le bilan du tremblement de terre de magnitude 6,2 survenu dans l'ouest de l'Afghanistan a atteint plus de 2000 victimes. L'Institut géologique des États-Unis indique que l'épicentre se trouvait à 40 km au nord-ouest de la plus grande ville de la région, Herat, et qu'il a été suivi de 8 répliques. Les autorités indiquent que le nombre de morts pourrait encore augmenter. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de m'avoir accompagné. Je vous souhaite une très belle soirée avec la suite de nos programmes.